Salam alaikum, Azul, bonsoir. Les changements récemment opérés au sein de l'armée ont été décrits comme les plus importants au cours de ces dernières années, autant au niveau de la taille de l'opération, les grades des concernés, puisque la tempête a eu raison principalement des hauts gradés du MDN et des régions militaires. Ce mouvement qui a surtout pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux n'a été ni confirmé ni infirmé par les responsables, sauf en ce qui concerne la nomination du nouveau chef de la première région militaire. Et les fuites ne s'arrêtent pas là concernant les licenciements et les fins de fonction. Certaines pages relaient des informations concernant de futurs changements, notamment des chefs de région militaires et certains responsables du MDN. Certains voient en ces changements qualifiés d'importants un lien avec la mise à l'écart du puissant DGSN, Abdelghani El-Hamel, ainsi que l'éviction du chef de la gendarmerie du port d'Oran. Une cascade de nominations et d'évictions donc qui ouvre le champ à beaucoup d'interrogations. Certains analystes algériens et étrangers n'hésitent pas à faire le lien avec l'affaire de la cocaïne qui a été interceptée au port d'Oran. Ils diront que mise à l'écart coïncide avec des enquêtes judiciaires ouvertes, ce qui rend l'analyse sinueuse, vu le nombre de fake news qui circulent. Il se pourrait bien que ces changements opérés dans l'institution militaire soient liés à la prochaine échéance électorale en Algérie. L'armée ayant toujours eu un mot à dire sur le potentiel candidat, ces changements pourraient aussi être une façon de baliser et redistribuer les cartes avant l'échéance électorale. À ce niveau, et malgré tout ça, les responsables persistent et signent à appliquer une politique aveugle qui met de côté les forces vives de la nation. Ils sèment encore plus le doute quant à l'existence d'une opposition efficace. Qui a pris ces décisions? Bouteflika est-il vraiment capable et en mesure de prendre de pareilles décisions? Gaïd Salah a-t-il le ressort et le pouvoir d'en prendre? Pourquoi recourir aux rumeurs et aux fuites d'informations sur les réseaux sociaux et sur quelques sites Internet, sans toutefois procéder à une déclaration officielle, claire et nette? Toutes ces questions, on va les poser tous ensemble à nos invités d'aujourd'hui, donc pour le top 3 d'aujourd'hui. Mais avant tout cela, regardons les titres d'aujourd'hui. Algérie part. 7 généraux majeurs limogés et remplacés, de nouveaux changements importants au sein de l'armée algérienne. Par Abdou Sema. Spoutnik. Algérie. Que signifie le limogeage du général responsable de l'enquête sur la cocaïne? Par Kamal Laouadj. Jeune Afrique. Algérie. Abdelaziz Bouteflika réorganise l'armée. Par Farid Alilat. Qui est derrière la purge des barons militaires en Algérie? Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Tahar Sisselir, militant des droits de l'homme. Tahar Sisselir, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Et un grand bonjour à tous les téléspectateurs et en particulier les fans de l'émission Top 3. Et merci. Un bonjour à tous les invités. Merci, bienvenue encore une fois. Abdelaziz Abdelwahab Zaatri, professeur à l'Université de Constantine. Monsieur Zaatri, bonsoir. Bonsoir. مرحبا بك. مرحبا بك, يعطيك الصحة. Il y aura avec nous aussi Abdou Smar, rédacteur en chef d'Algérie Part. Abdou Smar, il est avec nous, bonsoir. Abdou Smar. Aussi avec nous Rachid Nekaz, président du MGC. Rachid Nekaz, bonsoir. Oui, bonsoir, salam alaikum. Wa alaykoum salam, marhaba bik. Alors, Tahar Sisselir, commençons donc par le commencement. Qu'est-ce qui se passe dans l'armée algérienne? Tout d'abord, revenons à Bouteflika. Est-ce qu'il décide ou pas? Moi, je ne crois pas que Bouteflika a la possibilité, ni les capacités, ni
le pouvoir en fait, de décider que quoi Mais que le ce pouvoir, soit. vous voulez dire? Oui, bien sûr. Il est président de la République. Franchement, en Algérie, le président de la République ne sert pratiquement à rien. Son rôle est juste en fait de faire en sorte de, comme si c'est lui qui fait fonctionner en fait les institutions. Il est quoi? C'est une vitrine, c'est quoi? En réalité, c'est le commandement militaire qui décide qui changer, qui en fait doit faire quoi, que ce soit au niveau en fait des responsabilités ministérielles ou à la présidence. Donc moi, je suis convaincu que le président ne sert pratiquement à rien. Et d'ailleurs, l'état de santé de Bouteflika, aujourd'hui, le chef de l'État, moi je ne l'ai jamais considéré comme président de la République, montre que le président en Algérie ne sert pratiquement à rien. C'est-à-dire, son rôle est réduit à... Oui, mais d'autres Algériens, d'autres Algériens, derrière que Bouteflika est président, il a été élu. Il a été élu par les généraux, parce que moi, franchement, tous les Algériens ne pensent pas que les élections sont libres et indépendantes. On le sait très bien qu'en Algérie, depuis l'indépendance, on passe d'un trucage des urnes à un autre. Donc, il n'y a pas d'élection libre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y avait une seule élection libre en 1992, et même celle-là, les généraux, après le conclave des généraux, ont décidé d'arrêter le processus électoral. Donc, on ne peut pas parler en fait des élections en Algérie. Pour le moment, c'est un État militaire, c'est une oligarchie qui empêche le peuple en fait de récupérer le pouvoir qui lui appartient à la base. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté, c'est une institution militaire, c'est le commandement militaire qui décide de tout. Et d'ailleurs, tout se passe au niveau en fait, fait quoi, du commandement la présidence, militaire. l'institution, la présidence de la République alors? La preuve, en fait, les changements qui sont en train de s'opérer, oui. Voilà, aujourd'hui, montrent que tout se passe en fait dans l'institution militaire. Voilà, 32 nouveaux généraux sont promus début juillet. Et à la fin juillet, voilà, on a commencé en fait les purges. Donc ça montre très bien que en Algérie, les élections ne se passent pas en dehors de l'institution militaire. Et c'est le commandement militaire qui va choisir le futur président, et c'est le commandement militaire qui va décider sur l'avenir de l'Algérie. Et le peuple n'est même pas associé à cette décision. Il y aura des conclaves, des généraux qui vont décider. D'ailleurs, aujourd'hui, on constate en fait que la plupart des éléments qui travaillaient avec eux essayent en fait de revenir à cette lutte qui ne sert pratiquement à rien entre soi-disant islamistes qui sont là pour défendre le hijab et d'autres qui sont là pour provoquer un peu. Donc c'est cette logique, ils veulent nous imposer en fait ce débat jusqu'aux élections présidentielles. Alors que le véritable problème en Algérie, ce n'est pas le hijab ou les Algériens, ce qui les intéresse. Est-ce qu'il y aura une démocratie en 2019 ou pas? Est-ce qu'on va y aller vers un État réellement démocratique ou on va rester en fait dans une oligarchie, une mafia au sommet de l'État, des FARC qui ramènent en fait de la coque en Algérie pour détruire encore d'autres générations? Pour moi, la façon de gouverner aujourd'hui est pire que le terrorisme. Parce que le fait de ne pas avoir des routes confortables, il y a des gens qui meurent, le fait de ramener de la coque, on détruit en fait des vies des Algériens, le fait d'encourager la corruption, on détruit des entreprises, on détruit des hommes et des femmes, le fait d'imposer en fait leurs enfants incompétents au sommet des entreprises publiques, on détruit la vie des Algériens et des Algériennes. Donc pour moi, c'est une façon en fait de faire un terrorisme que j'appellerais le terrorisme d'État. Tahar Cissé, on revient. Abdelwahab Zaatari, 3 mois donc après l'éclatement de l'affaire de la cocaïne, donc les changements se poursuivent à la tête de différentes justement structures de l'armée en Algérie. Qui prend ces décisions? Oui, c'est l'armée, c'est les chefs d'état-major de l'armée qui ont toujours pris les décisions depuis l'indépendance. Oui, Monsieur Zaatari.
On revient ici à Tahar en attendant le retour de M. Zaatri. Donc, quand même, la question était claire. Qui prend ce genre de décision? C'est Gaïd Salah? C'est des généraux. Le Gaïd nombre Salah, est c'est un réduit. vice-ministre. Le nombre est réduit. On connaît l'histoire. Avant, c'était Belkher, c'est des Nazar, c'est des gens qui avaient l'habitude en fait, de prendre toutes les décisions et ils sont associés à des centres d'intérêt de l'Occident, des États-Unis. Et ils ont la force, grâce à eux, bien sûr, grâce à ces forces en fait, extérieures qui les aident Abdelwahab Zaatri est avec nous de nouveau. D'accord. Je reviens vers vous, M. Cécile. D'accord. Abdelwahab Zaatri. Oui, oui. Oui, marhaba bik. Oui, donc ils sont tellement puissants, ils sont tellement forts depuis l'indépendance. Ils ont pris en otage toutes les institutions et ils font ce qu'ils veulent. Ils ne doivent rien à personne. Ils n'ont pas besoin de nous expliquer ce qui se passe. Et donc, nous sommes là, nous, en tant que société accompagnatrice qui n'a aucun rôle à jouer dans leur logique. C'est cela la vérité. Aujourd'hui, il y a un nettoyage, il y a un rééquilibrage, il y a des clans, des groupes qui règlent leurs problèmes entre eux. Nous, on n'est pas partie prenante, apparemment, en tant que société ou que société civile. Nous n'avons rien à voir. Pour eux, nous n'avons rien à voir avec ça. Donc, voilà. Mais en fait, à mon avis, tout ce rééquilibrage qui est venu après l'affaire de cocaïne, c'est suggéré par les grandes puissances. À mon avis, ce sont les Américains et les Occidentaux qui ont donné un peu une impulsion pour dire qu'il faut un changement. Sinon, il n'y aurait pas eu de changement. C'est ce qui s'était passé dans l'affaire de Tigin-Tourin, qui a vu les hauts responsables, Rabbet Zahir, donc Général Tchoufir et ses acolytes, celui qui était chargé de la lutte antiterroriste et celui qui était chargé de distribuer donc les quotas les quotas financiers pour la presse et les médias. Donc tout est suggéré par des puissances étrangères parce que le pouvoir militaire qui est puissant par rapport à nous, il est très fragile par rapport à ces puissances étrangères qui le contrôlent et qui ont détecté donc tous les dérapages concernant la cocaïne et ce sont eux qui nous ont informés, ce ne sont pas nos services de sécurité qui ont mis la main sur cette affaire, ce sont les Américains, les Espagnols qui avaient l'information et donc les nôtres n'ont fait que semblant, ils ont fait semblant de faire du nettoyage et ça leur a permis donc comment dirais-je, de régler leurs comptes entre eux sans que nous n'y participions d'une manière ou d'une autre. Hein. Nous n'existons pas pour eux. Voilà un peu le scénario. Mais Abdelwahab Zaatri, en Algérie, concrètement, quelles sont les parties justement de ce conflit? Les parties de ce conflit, ce sont des clans. Généralement, c'est des clans dans le pouvoir. Ces clans-là, quand il y a beaucoup d'argent, quand il y a beaucoup de rentrées en devises, ils peuvent s'entendre entre eux. Parfois, c'est le régionalisme. Donc, nous avons le clan de Oujda qui a été, et le clan de Tlemcen qui a été ramené par Bouteflika. Quand ils l'ont ramené, ils lui ont donné une marge de manœuvre. Il l'a exploité à fond. Il a ramené toute son équipe, tous ses anciens amis. Et à un moment donné, il a pu contrôler pratiquement tout. Maintenant qu'il est malade et qu'il va disparaître d'une façon ou d'une autre, d'autres clans ont repris les rênes et puis, puisque le gâteau s'est rétréci suite au prix du pétrole qui a diminué à la crise économique, voilà qu'il y a de l'élimination des groupes, des gommes d'autres groupes et puis d'autres groupes se reconstituent. Mais ce qui est grave pour le cas de l'Algérie, c'est que dans toutes ces batailles entre clans militaires et associés et leurs acolytes, la société civile, elle est totalement absente, elle n'existe pas, elle est totalement effacée. C'est là le danger pour l'Algérie, que le clan A gagne sur le clan B ou que telle région gagne, l'avenir de l'Algérie est compromis. C'est ça qui me chagrine.
Monsieur personnellement. Abdelwahab Zaatari, justement, est-ce que ce genre de changement, tous ces mouvements augurent justement d'une volonté du pouvoir ou du régime en place aujourd'hui d'aller dans un changement ou c'est juste de la poudre aux yeux? Absolument pas. Ce pouvoir ne sait pas négocier, ne sait pas gérer. Il bouffe l'armée toute seule, elle bouffe sur ses 18 ans pratiquement, elle bouffe chaque année 7 à 10 milliards de dollars pour l'armée uniquement. Donc c'est un peu le 1/5 ou le quart des rentrées en devises des revenus des hydrocarbures. Elle bouffe une très grande masse de monnaie et elle n'a aucun rendement. Il n'y a que, on en a vu, nous avons des généraux qui maintenant nous ne faisons plus confiance à cette armée parce qu'au début on nous a toujours raconté qu'elle est héréditaire de l'ALN, de l'armée de libération. Non, monsieur, l'armée de libération n'avait pas des chefs corrompus à ce point, n'avait pas des généraux qui vendaient avec leurs gosses la cocaïne, n'avait pas des éléments en justice, des procureurs et des juges qui sont corrompus, qu'on achète pour quelques dollars, n'avait pas des ministres vendus. Donc, l'armée, elle est dans une mauvaise position, elle a perdu la confiance des citoyens parce que c'est une armée vendeuse de cocaïne. Ce n'est pas tous, bien sûr, mais en tout cas, il est de la responsabilité des chefs d'aujourd'hui de subir la responsabilité, toute la responsabilité de ce qui est arrivé au pays. Toute l'incompétence dans toutes les institutions, c'est parce que nous avons un régime militaire devant lequel le citoyen n'a pas de présence, n'a pas de parole. L'APN n'a pas de valeur, le Sénat n'a pas de valeur, les autres institutions n'ont de valeur que lorsqu'ils fonctionnent pour le compte de ces grands barons de l'armée et annexes. Donc, restez avec finalement... nous, Abdelwahab Zaatari. Restez avec nous, Tahar Sisseril. On a une petite vidéo de Gaïd Salah, là où il déclare justement aujourd'hui, enfin une petite déclaration par rapport à ces changements. Regardons-le. إن مقياس الجدارة ومعيار الاستحقاق هما منارة الطريق الأصوب الذي نسلكه دون سواه نحو تثبيت النهج التداول على الوظائف والمناصب وجعله تقليدا عسكريا رسيخا وسنة حميدة. خبرتها الغنية والمتراكمة وتشجيعها على مواصلة بذل المزيد من الجهد على ضرب خدمة جيشنا الوطني الشعبي الذي يبقى دائما وأبدا يتجه بعزم بعون الله تعالى وقوته نحو المزيد من الاستفادة من تجارب واحترافية مهارة إطاراته في كافة مواقع عملهم ويبقى يستنير بتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. L'indice de la compétence et le critère du mérite qui nous guide. En Algérie, je ne pense pas que l'indice de compétence ou le mérite fait partie en fait des critères pour Avancer. Pour avancer déjà ou pour prendre le poste le plus important ou les grades le plus important. Le seul critère, c'est un critère politique et purement politique. Et d'ailleurs, eux, pour choisir les gens qui seront en fait aux responsabilités, le seul critère, c'est comme on le disait, hein, parce qu'ils font confiance qu'aux gens qui sont proches d'eux ou des gens qui sont de leur région. Donc vous êtes plutôt vous êtes plutôt adepte de la deuxième partie de sa phrase, quand il parle du président Fakhamatouhou, son programme. Voilà, Fakhamatouhou ne sert pratiquement à rien. Donc il y a des gens qui sont là. Ils veulent donner, ils décident sur tout, ils demandent de désigner qui ils veulent, quand ils veulent, ils enlèvent qui ils veulent et quand ils veulent. C'est juste, en fait, ils ont besoin en fait, de faire le rééquilibrage, essayer en fait, de faire des petits ajustements. Sinon, le seul objectif, c'est de se maintenir au pouvoir. C'est leur seul objectif. Après, moi, je ne crois pas au clan, parce qu'en 2010... Ça veut dire quoi, vous ne croyez pas au clan? D'ailleurs, en 2010, oui.
Ils disent qu'en quoi on a évincé Toufiq, mais en contrepartie, on a promu Djibbar Mahana. Et Djibbar Mahana, c'est l'ami intime de Toufiq. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des clans au sein du pouvoir. Ils sont tous d'accord. Ils sont d'accord sur une seule chose, se maintenir au pouvoir, faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher le peuple de reprendre ce pouvoir. Ça, c'est le facteur commun entre les généraux décideurs. Je parle en fait de commandement militaire. Je ne parle pas des soldats ou des militaires qui n'ont pas de grade de général. Donc, moi, je parle en fait de commandement militaire. Et le commandement militaire décide sur tout. Ils font des conclaves pour désigner le président. Ils font des conclaves pour faire des changements au sein de l'armée, pour avoir un peu plus de force. Parce qu'il faut rééquilibrer par rapport aux éléments de commandement militaire. Mais ça n'a rien à voir avec des clans. Donc il y a eu une guerre clanique. Il y a un proverbe kabyle qui dit « Zaharat Zahora, Gharanti Tchouhid, Amnour Tnarant, Fakharat al-Wahid ». C'est-à-dire, ils sont d'accord sur le fond et ils partagent en fait le gâteau, mais quelquefois, soi-disant, ils sont en guerre pour donner l'impression qu'il y a réellement des clans. De la façade. Mais en réalité, il n'y a pas de clan. Hein. Il n'y a pas de clan. Ils ont des agents qui essaient en fait quelquefois d'agiter ou de réveiller en fait les séparatistes pour dire qu'il y a un danger de division. Il y a d'autres qui essaient en fait de réveiller les éradicateurs pour dire qu'en quoi les islamistes ils vont tout détruire. Voilà. Si jamais ce pouvoir est parte, en fait, si jamais le pouvoir ne reste pas, les islamistes vont prendre le pouvoir et c'est une catastrophe. Donc, ils font tout pour empêcher le peuple de prendre le pouvoir. Sinon, ils sont d'accord sur tout. Restez avec nous, Tahar. Et Rachid Nekaz, il est avec nous par Skype. Rachid Nekaz, مرحبا بك, صحة عيدك. الله يسلمك, عيدكم مبروك, كل عام وانتم بخير ان شاء الله. صحيت. Rachid Nekaz, Tahar ici disait que Bouteflika, donc c'est une vitrine. Bouteflika est la vitrine de qui et de quoi aujourd'hui? Si Abdelaziz Bouteflika est le président officiel de la République démocratique et populaire d'Algérie depuis maintenant 19 ans. Donc ça, c'est pour la partie théorique. En pratique, je le dis et je le répète, M. Bouteflika, et pour preuve, s'il était vivant, il aurait été présent durant la prière de l'Aïd el-Kébir et tous les Algériens, les 40 millions d'Algériens ont pu voir qu'il était absent. Donc aujourd'hui, on va faire face à une reprise en main du pouvoir officiel algérien par l'armée algérienne et notamment par le vice-ministre de la Défense. Alors je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais pour parler en tant que simple citoyen, je préfère avoir quelqu'un qui parle et qui est debout plutôt qu'une façade de quelque chose qui ne représente plus rien. Néanmoins, je crois que notre démocratie gagnerait à être plus transparente et donc j'invite le vice-ministre de la Défense à nous dire très clairement qu'il n'y a plus de président aujourd'hui en Algérie et qu'il dise aux forces politiques de ce pays, que ce soit les forces du pouvoir ou les forces de l'opposition, qu'elles se préparent en vue des prochaines élections présidentielles et que peut-être lui-même serait éventuellement candidat au poste de président de la République, ce qui est totalement acceptable dans le cadre de la Constitution algérienne. Mais pour résumer, je crois qu'il faut aujourd'hui mettre fin à cette mascarade politico-médiatique en Algérie avec un président qui n'existe plus et avec des règlements de compte au sein Rachid Nekaz, un président que vous avez qualifié de mort ici sur ce plateau il y a peut-être 6 mois. Oui, absolument. Et je redis ce que je vous ai dit. Ce n'est pas grave de dire qu'un président est mort. Mon papa est mort en 2011 et je dis mais vous savez, quand il faut gérer 40 millions d'Algériens, je crois qu'il est temps d'avoir un peu d'honnêteté politique dans ce pays et dire aux Algériens que le président n'est plus et qu'il faut se préparer à de nouvelles élections. Et si l'armée veut reprendre le pouvoir en présentant un des leurs à l'élection présidentielle, pourquoi pas? Mais c'est au peuple de décider.
Rachid Nekaz, alors c'est qui est en train de signer justement ces déclarations, ces prises de décision? Alors, jusqu'à une date toute récente, c'était évidemment le frère du président, M. Saïd Bouteflika. Je crois que le frère du président a perdu le pouvoir avec le décès de son frère. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est M. Gaïd Salah, le vice-ministre de la Défense, avec les anciens, c'est-à-dire ceux qui ont été présents déjà en 1991 lors de l'arrêt du processus électoral. Je crois que c'est le retour en force de la génération des militaires de 91 qui aujourd'hui ont repris le pouvoir avec la bénédiction des grandes puissances, que ce soit les États-Unis, la France, l'Espagne, l'Italie ou l'Angleterre, ou bien sûr la Chine et l'URSS. Moi, je n'y vois a priori aucun inconvénient, à condition que cela se fasse en toute transparence et à condition qu'en dernier ressort, c'est le peuple algérien qui dise qui il a envie pour être président de la République algérienne en avril 2019. Rachid Nekaz, est-ce qu'on peut parler, justement, revenons au sujet d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une purge au sein de l'armée? Non, on va être très clair. Tous ces côtés placés par le président M. Abdelaziz Bouteflika sont en train d'être éliminés un à un. Et ce sont des fidèles de ce cercle de généraux-majors très restreints qui sont en train d'être choisis aujourd'hui pour présider aux commandes de l'armée algérienne. Ce que je voudrais simplement, vous avez suivi comme moi les événements de Janet et on a pu voir que des simples soldats étaient livrés à eux-mêmes pour gérer une foule mécontente suite au décès de 3 jeunes Algériens. C'est bien beau de refonder le commandement de l'armée algérienne, mais il ne faut pas oublier la mission première de l'armée algérienne et qui est de veiller à la sécurité de nos frontières et de veiller à la sécurité des citoyens algériens. Et on a vu qu'une bavure a été commise à Janet. Et pourquoi? Parce que récemment, il y a quelques mois, l'armée algérienne a décidé de baisser le niveau des jeunes Algériens qui souhaitaient s'engager dans l'armée algérienne. Aujourd'hui, on peut simplement sortir du CEM et s'engager dans l'armée algérienne. Donc sans formation et sans un minimum de culture générale. Je crois que c'est une erreur. Aujourd'hui, il est temps de professionnaliser l'armée algérienne avec des jeunes qui ont un niveau universitaire et qui sont prêts à s'engager dans les destinées de l'armée algérienne. Et je crois qu'il est important de ne pas pousser à la retraite des colonels de l'armée algérienne à l'âge de 45 ans, alors que notre pays aura investi entre 25 et 27 ans pour leur formation. Mais Rachid Nekaz, les généraux, justement, les gradiers qui étaient limogés, ils étaient quand même tous âgés. C'est pour ça. Et le problème, c'est qu'ils sont remplacés par des personnes âgées aussi. Je crois que c'est un problème. Aujourd'hui, il faut donner la chance à des colonels algériens. Je vous rappelle qu'il y a 7000 colonels algériens qui sont tous diplômés, qui ont tous un niveau universitaire et qui, malheureusement, nous les poussons à la retraite à l'âge de 45 ans, alors que le commandement militaire fait la promotion de généraux qui ont au minimum 70 ou 75 ans. Je crois que là aussi, l'armée aurait tout intérêt à s'ouvrir à des jeunes militaires compétents, des colonels algériens entre 45 et 50 ans, comme l'armée soviétique l'avait fait. Mais pourquoi justement, Rachid Nekaz, pourquoi justement cette armée justement ne veut pas s'ouvrir? C'est ça la question. Ils ont peur de cette jeunesse? Notre armée algérienne, c'est comme la classe politique algérienne. Elle a peur de sa jeunesse. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, notre armée est atteinte du même syndrome que celui qui atteint l'armée soviétique au moment de la mort de M. Brejnev, au début des années 80. M. Brejnev, M. Andropov, M. Tchernenko, ils avaient tous plus de 80 ans. Et on a bien vu que ça ne marche pas. Et il a fallu l'arrivée de M. Gorbatchev, qui avait à l'époque 52 ans, pour que nous assistions à un véritable changement en profondeur et de l'armée soviétique et de l'appareil politique soviétique. Aujourd'hui, je crois qu'il est important que nous partions
participions de façon pacifique à une espèce de perestroïka à la fin, à la fois de la classe politique algérienne et de l'armée populaire algérienne. Et je crois que M. Gaïd Salah, s'il veut rester dans l'histoire, devrait favoriser une perestroïka algérienne pour que notre pays puisse connaître un changement pacifique. Et encore une fois, j'invite M. le vice-ministre de la Défense à ne pas avoir peur de nos colonels qui sont formés, qui maîtrisent plusieurs langues et qui connaissent les aspirations de la jeunesse algérienne et surtout pour éviter le drame de Djanet. On a besoin aujourd'hui d'une armée. Rachid Nekaz, donc aujourd'hui c'est Gaïd Salah qui décide, c'est ça? De façon visible, oui, c'est monsieur le vice-ministre de la Défense qui décide, avec bien sûr ses amis des services de renseignement et ses amis qui ont eu en charge la destinée du pays depuis 1991. Et quelle serait la place, Rachid Nekaz, quelle serait la place du frère du président, justement, comme disait Abdelwahab Zaatari? J'approuve, je me reconnais dans l'analyse du professeur M. Zaatari. Néanmoins, il faut quand même donner un peu d'espoir à la jeunesse algérienne. Parce que si on ne donne pas un peu d'espoir à la jeunesse algérienne, ça va être quoi l'alternative? Et Hargo, non, il faut donner de l'espoir. Et il faut surtout inviter l'armée algérienne à être à l'avant-garde d'un changement en douceur pour favoriser l'émergence d'une nouvelle élite militaire algérienne et surtout pour professionnaliser l'armée algérienne. Non pas avec des jeunes qui ont 9e année, mais plutôt avec des universitaires. Restez avec nous, Rachid Nekaz, restez avec nous. Tahar Sisrir, Tahar Nekaz nous parlait donc de l'armée, beaucoup plus, mais il parlait des élections aussi. Est-ce qu'on peut vraiment croire aux élections en Algérie aujourd'hui? Je pense qu'on ne peut pas parler des élections dans ces conditions-là, parce que les militaires doivent retourner rapidement aux casernes, parce que leur place c'est aux casernes, c'est de protéger le pays en cas de guerre, protéger en fait tous les bâtiments en fait de l'État algérien, s'il existe, parce que moi je ne crois pas qu'il existe, parce que le pouvoir politique n'est pas politique, c'est l'institution militaire qui décide. Donc l'État, c'est l'État des généraux, c'est pas l'État du peuple. Donc revenons, parlons du peuple, parce que moi je ne vais pas parler en fait des colonels, des petits colonels qui vont monter ou descendre. Ou est-ce que le régime menace l'État aujourd'hui? Le problème. Est-ce que le régime algérien menace l'État aujourd'hui? Oui, effectivement, parce que l'État lui appartient. Pour moi, l'État, c'est l'État des généraux. Donc, le rendre l'État au peuple, c'est la problématique aujourd'hui. Et le peuple ne demande que ça. Aujourd'hui, en fait, le peuple doit s'unir sur 3 éléments qui sont, pour moi, les plus importants. Le droit du peuple à disposer de lui-même, la démocratie et les droits de l'homme qui sont indissociables, et le développement économique et la justice sociale. C'est-à-dire ces 3 éléments, c'est aujourd'hui le facteur commun pour tous les Algériens et le changement doit tourner autour de ça. Sinon, si on continue à croire que le changement viendra de l'armée ou d'une partie de l'armée ou c'est eux qui vont donner quelque chose où on va attendre en fait, je ne sais pas, des siècles et ça ne se fera pas. Parce que nous avons besoin de créer un rapport de force favorable et non pas à l'intérieur de l'armée parce que ça ne nous intéresse pas. Si on arrive à créer un rapport de force à l'intérieur de l'armée avec des colonels, des jeunes colonels qui sont bien formés ou qui ne sont pas formés, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce n'est pas ça le problème. Le problème, est-ce que l'institution militaire, ou est-ce que le commandement militaire va garder le pouvoir ou le commandement militaire va rendre le pouvoir au peuple et on va construire l'Algérie de demain sur des bases solides, à savoir la démocratie, la liberté. Libérer la liberté fera le reste. On ne peut pas en fait imaginer l'Algérie de demain forte,
une Algérie de demain qui va former en fait 6 enfants, une Algérie de demain qui va soigner 6 enfants, et une Algérie de demain qui va combattre en fait la pauvreté, si on s'appuie toujours sur les vieilles méthodes, à savoir participer ou encourager une partie en fait des militaires pour dominer une autre et garder toujours le pouvoir. Et ça, je pense qu'il faut le dépasser. C'est le moment en fait de rendre le pouvoir au peuple. J'ai donné les 3 éléments. Justement, parlons du peuple, Tahar Cissérine. Il y a eu le peuple justement dans cette histoire. On n'a même pas, le peuple justement aujourd'hui n'a même pas le droit à une information officielle. C'est pourquoi ce recours à chaque fois aux rumeurs, un site internet à droite, une information à gauche, mais on n'a pas une information de la source. Tout simplement parce que les partis politiques ils ne sont pas là. Les partis politiques qui devraient faire ce travail, les partis politiques qui devraient créer ce rapport de force pour obliger l'institution militaire, parce que moi je ne crois pas à Bouteflika comme président. Moi je l'ai toujours dit, c'est un chef d'État désigné par les généraux qui ne lâchent pas le pouvoir. Ils ne le lâcheront jamais si on ne crée pas un véritable rapport de force dans la société civile. Donc, les partis politiques aujourd'hui, ils sont plutôt dans des luttes internes et sont plutôt en fait dans des combats, des combats entre hommes, au lieu de tracer une nouvelle génération, en fait, de donner la possibilité à la nouvelle génération de lutter plutôt pour les idées, non pas pour lutter en fait pour faire tomber un militant ou un autre, ou aider un militant. Donc, aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Il faut une nouvelle génération de militants qui vont se battre, non pas sur les postes ou sur la mangeoire, mais plutôt en fait sur les idées. Du pays. Voilà, et l'intérêt du pays, bien sûr. Et on doit constituer ce rapport de force. Et c'est le moment ou jamais, parce que aujourd'hui le pouvoir est en difficulté. Il faut vraiment en fait passer à l'action et on doit agir rapidement. Abdelwahab Zaatri, parlons du peuple, justement, ces changements donc, ont eu lieu sans qu'on explique quoi que ce soit au peuple. Comme je disais, c'est par rapport, via des rumeurs, des sites internet à droite à gauche. Oui, effectivement, pour ces généraux, pour ces décideurs, le citoyen algérien n'existe pas. Ils n'y pensent même pas. Ils ont le contrôle, ils ont l'armement. Celui qui bouge, il l'écrase et ils ont l'expérience. C'est l'école Kadhafi. Si c'est difficile à comprendre, pensez à Kadhafi. Pensez à Saleh pensez aussi à Saddam. Personne n'a vu venir. Abdallah Saleh du Yémen. Oui, tout le monde, ces gens-là, ils ne savent rien faire d'autre que lorsqu'ils ont les armes en main, ils terrorisent la société sur des siècles. Ils ne partiraient pas jusqu'à ce qu'ils détruisent les sociétés. C'est pourquoi la société civile algérienne doit faire un effort, doit faire confiance à des compétences politiques, représentatives dans tous les sens. Parce qu'on ne peut pas continuer d'accepter d'être dirigé par des hauts gradés corrompus et qui ont ruiné le pays et qui n'ont pas honte et qui veulent encore poursuivre leur tâche de démolition. On ne l'accepterait pas et il faut que la société réagisse dans ce sens. Non, messieurs, et un des grands chefs, Menem, il a lui-même expliqué, il a voulu dire nous sommes tous corrompus, personne n'a jugé personne, nous sommes des responsables, la corruption est autorisée, c'est halal, et donc nous et nos gosses, on prend les milliards, on jette par les fenêtres, ou le reste de la société, quand ils font beaucoup de bruit, on leur leur lance quelques sacs de semoule ou de riz ou la manarf. Abdelwahab Zaatri, j'ai une autre question, Abdelwahab Zaatri. Est-ce qu'on peut croire justement au peuple algérien aujourd'hui que tous ces changements ont rapport avec l'affaire de la cocaïne et c'est tout? Non, au fond, la cocaïne n'a été qu'un révélateur et ce n'est même pas nos services de sécurité qui l'ont mise en évidence. Ce sont les Américains, les Espagnols, ce sont toujours les étrangers qui mettent le doigt sur nos problèmes. Si moi j'aurais été heureux, si nos services de sécurité
aurait mis en évidence et aurait bloqué cette affaire de cocaïne. Non, ce sont les Américains, et c'est parce que le système les militaires, ils ont peur des Américains et des Français. Les Américains, ils ont la liste, ils savent qu'ils ont déjà le tracing de la cocaïne qu'il a acheté, qui a transféré l'argent, qui est qui, et ils ont la liste, et c'est ça qui a suggéré tous ces bouleversements, parce qu'autrement, les Américains sont capables de venir ici et de prendre ce général corrompu et d'aller le traiter ou le maltraiter là où ils veulent. Abdelwahab Zaatari, justement, ce général corrompu, comme vous venez juste de le souligner, et partout, justement, ces généraux limogés, est-ce qu'ils vont être jugés ou le peuple algérien, justement, aimerait savoir pourquoi on limoge ces gens? Pourquoi on n'a pas le droit de savoir? En principe, le peuple algérien, les citoyens algériens ont droit à comprendre ce qui se passe, tous les mécanismes dans leurs détails. Nos journalistes d'investigation, nos responsables devraient nous expliquer tous les détails de ces affaires, qui est qui a fait quoi, et le fils de tel, combien il a pris, et tout. Mais quand vous savez, qui va juger qui? C'est ce que disait Lhem lui-même, général Lhem, puisqu'ils savent que les juges sont corrompus, je ne sais pas, les ministres sont corrompus, leurs fils encore plus, les généraux, qui va juger qui? Il a dit une phrase clé: nous sommes tous corrompus, on continue jusqu'à la débandade finale, et c'est tout. Le problème de l'Algérie. Et personne, il n'y a pas de citoyens pour ces clans-là tant qu'ils ont la force militaire, parce que le petit groupe qui sort dans la rue pour protester pour des raisons politiques ou la sociale, ils ont les armes et ils vont l'écraser, et puis quoi. C'est comme ça qu'il fonctionne. Kadhafi, Saddam, beaucoup de leaders des pays arabes qui ont pris le pouvoir et qui abusent et qui ne savent pas construire un avenir, construire une société. Mais encore plus, il y a un point. Je pense que l'agitation ou l'élimination, elle va dans la direction d'annuler ou de reporter le vote à Bouteflika. Parce que s'ils vont vers le vote, les citoyens ne vont pas voter. Oui. Et ils n'ont pas déjà voté le quatrième mandat. Il avait 10 ou 15% de vote oui, vraiment oui pour lui. Mais maintenant, ils ne vont pas voter. Et peut-être qu'ils ne participeront pas du tout. Donc, ils ont un dilemme. Il pourrait, le renforcement pourrait servir à reporter, à créer des conditions pour reporter le vote et continuer comme ça jusqu'à ce que... Restez avec nous, Abdelwahab Zaatari. Tahar Cisseri, le pouvoir est pris en otage en ce moment. Et effectivement, c'est très grave, parce que ce qu'on disait depuis presque le début en fait, de l'émission, quand on tourne le pouvoir autour uniquement de l'institution militaire ou de 2 ou 3 hommes ou 5 hommes dans le commandement militaire, c'est très, 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 très dangereux. On a vu le cas de la Libye, après le départ de Kadhafi, c'est la dislocation. C'est-à-dire qu'il ne reste plus rien. On ne peut pas en fait garder l'équilibre, tout simplement parce que mais ça c'est le discours de régime, justement, des généraux. Attention, sinon la stabilité, sinon la guerre. Oui, mais c'est eux, le danger, c'est eux. Tout simplement parce que Kadhafi n'a pas accepté la démocratie et il a tout fait pour que l'État deviendra l'État de Kadhafi. Donc, le départ de Kadhafi a provoqué la dislocation. Et aujourd'hui, en Algérie, c'est la même logique. Ils ont tout fait pour faire de l'État un État des généraux. Donc, faire de l'État un État des généraux, c'est-à-dire c'est là le danger. C'est très, très dangereux. Donc, les généraux, c'est-à-dire ne veulent pas rendre le pouvoir au peuple, et parce qu'ils n'aiment pas l'Algérie. Parce que s'ils aimaient l'Algérie, ils donneraient le pouvoir au peuple et laisseraient en fait la société civile construire l'État du peuple et non pas l'État des généraux, et l'Algérie deviendra de plus en plus forte. Mais eux, ils ne veulent pas ça. Donc, le plus dangereux, c'est de rester encore au pouvoir et garder en fait l'État des généraux. Oui, mais donc, on doit passer rapidement à autre chose. Et pour passer à autre chose, moi je l'ai dit, je vais le répéter une deuxième fois, comment faire? Parce qu'à chaque fois, les gens ils disent comment faire. Si on reste en fait dans la réaction, c'est-à-dire on va subir encore, on va subir.
on va subir en fait les schémas machiavéliques, oui. schémas machiavéliques des Mais généraux. Tahar Sissi, On concrètement aujourd'hui, Oui. parce que puisque vous parliez de la sécurité, le pouvoir parle de sécurité, le plan sécuritaire, l'axe sécuritaire, la stabilité, mais aujourd'hui on a vu une fille de 9 ans qui a été kidnappée, tuée, Non, le pouvoir ne fait violée. rien. Le pouvoir Parlons est un là. peu de la sécurité justement en Algérie. Ce n'est pas du tout le de paradis. 3 jeunes en fait, ont été assassinés à Janet. Les militaires devraient protéger ces jeunes-là. Et à la base, c'est la police, c'est la gendarmerie qui va protéger les citoyens. On a vu à Bouira en fait, des gens en fait, assassinés. On a vu des parking girls. Les parking girls, c'est la création de la sécurité militaire pour réprimer les marches. C'est des gens qu'on a fabriqués pendant des années. On leur a donné la possibilité de voler les Algériens. Et un jour, comme si ces gens-là existaient, je ne sais pas comment, comme si l'État n'existe pas, comme si la police n'existe pas, comme si la gendarmerie n'existe pas. Ils nous font sortir une histoire comme quoi il y avait des assassinats derrière, parce que les parking girls, c'est des voyous et tout, alors que ces parking girls étaient utilisés par la sécurité militaire pour réprimer les marches dans les villes, les grandes villes. Merci, Donc, il ne peut pas dire que en fait, ces parking girls, en fait, c'est de leur faute. C'est la faute du pouvoir algérien qui a utilisé en fait, ces parking girls pour réprimer les Algériens. Donc il y a un problème sécuritaire aussi, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de sécurité. L'État n'existe pas. L'État, c'est l'État des généraux. Il sert uniquement les intérêts des généraux. C'est-à-dire, il protège les corrompus, il protège les assassins, il protège... Voilà, c'est ça. Le problème en Algérie, c'est ça. Voyons voir avec Rachid Nekez. Rachid Nekez, quelle position prendra l'Occident aujourd'hui, surtout la France et les États-Unis, par rapport à toutes ces magouilles, si j'ose dire? N'oublions pas que depuis 2000, l'arrivée de Shakib Khalil au ministère de l'Énergie, le Sahara et les richesses gazières et pétrolières de l'Algérie ont été répartis entre les grandes puissances, les États-Unis, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, etc. Je vous donne juste un chiffre. Hassi Berkin, donc dans le désert, appartient 75% à Eni, l'italien Eni. Rachid Nekez, dans ces changements, concrètement, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une empreinte américaine, comme disait Abdelwahab Zaatri, française? Aujourd'hui, les grandes puissances, pas que les États-Unis, la France aussi, l'Espagne, je vous rappelle que la cocaïne était signalée par les Espagnols aux Algériens. Pourquoi les Espagnols n'ont pas saisi la cocaïne au port de Valence? Pourquoi ont-ils laissé cette cocaïne aller jusqu'à Oran? C'est inadmissible. Et c'est la raison pour laquelle le 1er novembre, Inch'Allah, je porterai plainte contre les autorités espagnoles à Valence avec l'association MJC que j'ai créée en Espagne, à Alicante. Donc il y a une étroite collaboration entre les multinationales, les grandes puissances et le commandement militaire algérien. Vous savez, il y a quelque chose que je trouve déplorable dans ces pays. Je vais me considérer comme un citoyen algérien. Est-ce que vous savez que depuis 2014, mon permis algérien est périmé, est expiré, et que personne en Algérie ne veut me refaire mon permis dans ma ville de Ain Mrad? Vous savez que la ville de Ain Mrad ne veut me refaire ni le permis, ni le passeport, où il n'y a plus de place. Il n'y a plus aucune place dans mon passeport algérien, aucune place. Et cette mairie a reçu des instructions d'Alger pour qu'il y ait une enquête de la gendarmerie, c'est-à-dire de l'armée, pour savoir si oui ou non, M. Rachid Nekaz, on doit lui refaire son permis. Et c'est la raison pour laquelle, le 2 septembre, Inch'Allah, à 14h, j'invite les Algériens à venir devant la mairie de Ain Mrad pour manifester avec moi pacifiquement, le permis ou le passeport. Donc, نعطي موعد سلمي الشعب الجزائري يجي من البلدية عين مراد le 2 septembre الزوج تاع العشية باه يعطوني البرمي. Rachid Nekez, d'accord. Rachid Nekez, justement, que pensent les forces vives aujourd'hui de l'Algérie, la société civile, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment au sommet de l'État? L'opposition et la société civile algérienne ont totalement démissionné. قطعوا الياس. هذا هو المشكل اليوم اللي رانا في البلاد. ما يفو دوني de l'espoir. لازم يبقى l'espoir. على بالكم 75%
من الشعب الجزائري عندهم أقل من 30 سنة، لازم نعطيهم الاسبوار. العسكر لازم يبقى عسكر يحمي الحدود ويحمي يعني الأمن تاع الجزائر. والسياسيين المعارضة أو الاحزاب اللي راهم في النظام لازم هما يقدموا برنامج باه الشعب الجزائري يكون عنده الاسبوار ويكون عنده نظره اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه من المستقبل ان شاء الله. Donc il faut redonner de l'espoir. Nous sommes dans un énorme chantier en Algérie. C'est pas facile de gérer l'Algérie quand on a un président qui est absent, quand on a un président qui pendant 20 ans a favorisé la corruption. Lorsque j'ai rencontré le général Habel, j'ai dit mais pourquoi vous ne luttez pas contre la corruption? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit le président de la République, avec nous, nous avons échoué à lutter contre la corruption, car la corruption, elle est partout en Algérie. Merci Rachid Nekaz. Merci Rachid Nekaz, يعطيك الصحة. Tahar Sisri, on arrive à la fin de l'émission, un dernier mot peut-être. Ce qui est grave aujourd'hui, oui. Nous constatons qu'en fait, il y a des dysfonctionnements partout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 41 cas de choléra. En fait, c'est quelque chose de très, très grave. Il y a quelques jours, en fait, il y a 4 wilayas, je pense, qui sont touchés, oui. 41 morts. Et ça, c'est très, très grave. Il y a 88 cas d'après le ministère de la Santé. On n'a pas vu le ministre, on n'a pas... au lieu de s'occuper de ça, on parle en fait des changements... Ah si, si, le ministère a une déclaration, 2 secondes, Tahar Sisri. Déclarer l'existence du choléra est un courage politique. Ah oui, donc apparemment c'est un courage politique, donc ils n'ont pas besoin de parler, ils n'ont pas besoin de réfléchir pour trouver des solutions, et ils n'ont pas besoin de chercher d'où vient le problème, parce que c'est comme ça, parce que eux, ils sont occupés en fait de faire autre chose. Il y avait aussi les moustiques tigres, il y a quelques mois en fait, dans 5 wilayas, il y avait même des morts. Donc ces gens-là ne sont pas là pour défendre les intérêts des Algériens, ils sont là pour des calculs politiciens au sommet de l'État, dans le commandement militaire. Sinon les Algériens, on s'en fout, de toute façon, ce n'est pas leur problème. Merci Tahar Sisri, merci Abdelwahab Zaatri, merci Rachid Nekaz. Donc voilà, cette émission arrive à sa fin. J'ai juste envie de dire que dans mon Algérie à moi, l'Algérie de 2018, le choléra tue encore plus de 40 personnes, plus de 88 cas. Inch'Allah, Rabbi Istan. Merci, à bientôt, Inch'Allah.